Donc tout d'abord, je voulais vous remercier d'être là. Et puis remercier François aussi parce qu'il a fait la meilleure introduction possible à mon sujet qui est un peu rébarbatif. C'est-à-dire qu'il vous a parlé de la profondeur qu'il y a derrière la psychothérapie corporelle. Et puis moi, je vais devoir vous parler de l'apparence sociale des psychothérapies corporelles, c'est-à-dire des problèmes de surface. Donc comme ça, on a une matinée où on aura peut-être... Ce qui nous manquera, c'est la couche intermédiaire. Hein? Ben oui, moi, vous allez voir, je vais beaucoup vous parler des couches intermédiaires. C'est pas seulement chez les bébés. Donc, en fait, il y a eu une petite mésentente sur le sujet de ma présentation. C'est-à-dire que j'avais fait une présentation au congrès de l'Association européenne des psychothérapies corporelles à Athènes en octobre sur le corps en psychothérapie corporelle. Et on m'a dit, est-ce que tu refais ça pour ce congrès, pour aujourd'hui? Et puis quand j'ai ouvert le programme en février, j'ai découvert que c'était plus les psychothérapies corporelles, c'était les thérapies psychocorporelles. C'était plus la psychothérapie, c'était les thérapies psychocorporelles, ce qui pour moi est un autre sujet. Alors je me suis dit, le destin de cette présentation, ça va être de discuter des problèmes qu'il y a autour de ces appellations. C'est là où je dis que je vais rester en surface. Ah ben voilà, c'est bon, hein? Ouais, vas-y. Je peux y aller? Vas-y. Donc, en fait, je vais intervenir en tant que... Ben, je vais prendre cette place, ça va? Et puis tu peux prendre une autre place. Je vais intervenir en tant qu'auteur d'un ouvrage sur les psychothérapies corporelles qui existe aussi en anglais et qui devrait sortir cet été, si tout va bien, en allemand. C'est-à-dire comme personne qui connaît bien le champ psychocorporel en général, pas juste la biodynamique. Et donc, je vais utiliser un vocabulaire, que je dirais européen plutôt que francophone, qui ne correspondra pas, par exemple, forcément au vocabulaire que vous avez discuté, ce qui était à l'Assemblée générale hier. Je ne vais même pas essayer de me conformer, parce qu'il y a une complexité de vocabulaire actuel qui empêche toute réflexion intelligente. Donc, au lieu de m'occuper des lois et des noms que les lois nous imposent, je vais essayer d'aller au-delà des lois pour qu'au moins, entre collègues, on soit au clair sur un certain nombre de distinctions. Je veux aussi remercier la PPB de m'avoir invité de venir pour défendre un sujet quand même assez complexe, assez hot dans le sens qu'il est proche des identités de chacun et qui est délicat. Et en même temps, d'avoir placé ce sujet à la fin de cette rencontre fait que je me sens d'autant plus honoré de la confiance qu'on m'a faite. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous résumer ce que j'ai dit à Athènes. C'est-à-dire pourquoi on m'a demandé de venir, c'est parce que j'ai dit un certain nombre de choses. Et à Athènes, très clairement, la psychothérapie corporelle n'est pas la même chose que les thérapies psychocorporelles. Ça, c'est une position générale. On est psychothérapeute ou on ne l'est pas. Alors, je ne dis pas qu'on a raison, mais je dis que c'est une position qui existe. Et j'avais fait une table ronde, vous voyez les noms, on n'est pas obligé de les lire tous, mais il y avait Ulf Keuter, Judith Weaver des États-Unis, Luisa Barbato. Il y avait plein de gens très intéressants qui parlaient et qui débattaient. Ouais, ça, c'est toujours la même chose. Je vais essayer de raccourcir un peu ce que j'ai prévu. Donc, ce que j'ai prévu est sur mon site internet aqualide.com. Je crois que ça sera peut-être dans un prochain journal aussi, sous une forme ou sous une autre. Donc vous pourrez lire ce que j'ai préparé de manière hyper structurée. Et pour aujourd'hui, j'essaie plutôt de m'adapter à l'ambiance d'aujourd'hui. Je serai peut-être un peu moins structuré. Mais un des débats de base sur lesquels je me suis beaucoup battu depuis que j'ai sorti un livre qui s'appelait La chair de l'âme, The Flesh of the Soul, en 2001,
qui éditait des articles faits à un congrès de l'EABP. Et le titre, c'était « The Flesh of the Soul, the Body We Work With », le corps avec lequel on travaille. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai eu que 3 articles où on parlait du corps physique. J'ai eu un choc. Je croyais que je faisais partie d'un domaine où travailler avec le corps physique, le toucher, le visible, le musculaire, la posture, faisait partie du répertoire des choses courantes et communes. Et j'ai découvert qu'en fait, les 3/4 de l'EABP s'en foutent du corps physique. Ça avait été un choc. Et depuis, par exemple, j'ai participé à la création d'un comité qu'on appelle le think tank en anglais, un endroit où on a demandé à plusieurs fameux psychothérapeutes corporels de venir réfléchir ensemble sur notamment que veut dire le mot corps pour nous tous. Et j'avais pas un truc plus général, non, voilà. Et alors, ce que j'ai présenté l'idée, c'est que les thérapies corporelles, en général, là j'ai un problème, c'est que, vous voyez, vous, d'accord. Les thérapies corporelles, vous êtes protégés, excusez le smart scan, etc. Excusez-moi. Les thérapies psychocorporelles, elles incluent le corps et la psyché de manière intégrée. Par manière intégrée, je veux dire qu'il n'y a pas de psychothérapie possible si le corps n'y est pas inclus. C'est-à-dire la théorie prévoit que le corps et la psyché sont étroitement liés et qu'on ne peut pas arriver à la psyché sans passer par le corps, de même qu'on ne peut pas toucher à la psyché sans arriver au corps. C'est la vision qu'on a de la psychothérapie. À ce moment-là, on peut parler de thérapie, de psychothérapie corporelle. À l'autre opposé, on a les thérapies corporelles. Alors j'ai appris que c'est encore plus compliqué. Aux États-Unis, thérapie corporelle, ça veut dire physio. C'est des thérapies de la mécanique corporelle, de la biomécanique. Alors il paraît qu'en Allemagne, c'est ce qui m'a été dit hier, en fait, thérapie corporelle, c'est ce que moi j'appelle ici les thérapies body-mind. C'est des thérapies où, disons, on est très proche quand même encore de la gymnastique, de la correction de la posture, mais tout en ayant déjà une forte composante psychique. Par exemple, dans le travail d'Elsa Gindler, elle montrait une planche d'anatomie, disait qu'on devait travailler des problèmes de réparation de dos, on cherchait des exercices gymnastiques, mais au lieu juste de dire « vous faites tel exercice qui est génial », elle montrait la planche d'anatomie, ensuite elle fermait les yeux à tout le monde avec un bandeau pour que personne voie ce que les autres font, et de l'intérieur, je devais sentir mon anatomie et découvrir ce que mon anatomie avait besoin de faire pour corriger cette douleur. Sentir aussi le lien entre l'endroit de la douleur et, par exemple, l'enracinement des pieds, des sensations dans la tête. Donc, il y avait cette idée qu'on aborde le corps et du dedans et du dehors. Et Elsa Gindler a une grande influence, il y a des articles qui existent là-dessus, qui sont dans la bibliographie là, qui a beaucoup influencé Reich. Et quand il a attaqué la végétothérapie avec son amie Elsa Lichtenberg, non, j'ai oublié son nom tout d'un coup, enfin, sa copine Elsa, qui n'est pas Elsa Gindler, elle était élève de Gindler, et elle lui a appris à vraiment travailler et sur le muscle du dehors et sur le muscle du dedans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles, d'après moi, dans le sens, je dirais, habituel du terme dans le domaine. Et puis, il y a ce que j'appelle les thérapies organismiques, auxquelles a vaguement fait référence François ce matin, qui est la démarche, je dirais, de Reich à partir de la végétothérapie et dans son ergonomie, à une époque où Reich s'était fait renvoyer de la Société de psychanalyse, et il a explicitement décidé d'aller au-delà de la psychothérapie.
et au-delà du corps, à cette partie de l'organisme qui structure les pensées et les gestes sans que la pensée puisse le savoir. Donc les thérapies organismiques, elles ne sont pas centrées comme les psychothérapies sur quand même comment les choses sont vécues sur le plan psychique. Elles insèrent l'expérience psychique à l'intérieur d'un mouvement global de l'organisme qui fait que, par exemple, on n'est pas obligé d'être psychologue pour faire du travail organismique. Pour la psychothérapie, on n'est pas obligé d'être psychologue non plus, mais disons, le sujet est plus discutable. Donc ça, c'était les distinctions que j'avais proposées dans différentes formes de travail. Dans différentes formes de travail. Là, vous avez une photo de Feldenkrais, qui était aussi un grand acteur. Hein? Ah non, là, je suis encore à la table ronde. Ah oui, alors j'avais fait comme distinction aussi que donc la notion d'intégrer le corps et la psyché était fondamentale dans la notion de psychothérapie corporelle, et qu'il y a d'autres psychothérapeutes qui mêlent, par exemple, de la psychanalyse et de la relaxation, ou de, je sais pas moi, de la gestalt et du rolfing, mais c'est pas intégré, c'est-à-dire on peut faire de la psychanalyse sans toucher au corps. Donc quand il y a addition de techniques, on ne parle pas de psychothérapie corporelle. Ou par exemple, actuellement, c'est très à la mode de faire des thérapies cognitives, plus de la méditation pleine conscience. Mais beaucoup de ces psychothérapeutes, ils voient bien que la pleine conscience est très utile. Ça, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Mais disons, on ne peut pas les qualifier de psychothérapie corporelle, parce que c'est comme, tout d'un coup, on voit Madame Linehan qui enseigne aussi le zen à côté, qu'à la limite, un prof de zen qui fait ça à ses étudiants. Il n'y a pas d'intégration de ces dimensions au sein de la, thérapie TCC. Donc ça, c'est psychothérapie plus travail psychocorporel. Voilà. Et alors là, je vous ai juste pour vous montrer, je vous ai montré une image du fameux Feldenkrais. Je ne sais pas, certains d'entre vous le connaissez sûrement, c'est un monsieur très important. Et puis, quand il était plus jeune, il a étudié avec Elsa Gindler, que vous voyez aussi ici. Donc, dans le sens que j'appellerais strict, ça, c'est ce qu'on appelle des thérapies psychocorporelles. Ensuite, il y aura le problème juridique. Attendez, où j'en suis ? Voilà. Par contre, pour le... Oui, non, ça je peux sauter. Donc, vous voyez là, je vous montre un livre de Reich qui s'appelle Beyond Psychology. Très clairement, il en a eu ras-le-bol des psychanalystes. Quand il avait quelqu'un qui avait besoin de psychanalyse, il n'était pas contre la psychanalyse, il disait juste « Allez voir mon copain Fénichel, je ne suis pas là pour ça. Hein » Lui, très clairement, il parlait de l'organisme en tant qu'organisateur et de la psyché, et de la physiologie, et des gestes, et de leur coordination. Donc moi, c'est ce que j'appelle personnellement, j'appelle pas ça de la psychothérapie corporelle, j'appelle ça de la psychothérapie organismique, et je dirais que c'est la partie de notre domaine qui est le parent pauvre. Parce que d'une part, je trouve que Reich est un génie d'avoir mis au point une approche de ce type. À l'EABP, on est énormément de gens qui travaillons notamment avec cette approche, moi inclus. Et en même temps, quand on essaye de faire reconnaître la psychothérapie corporelle par les États, par les institutions de la santé, c'est la partie qu'on cache, qu'on va faire presque en secret, alors que ce type de travail est pour moi essentiel. Il est au moins aussi important que ce que j'appelle la psychothérapie corporelle. Dans la psychothérapie corporelle, on va beaucoup plus quand même insister sur le lien de la psyché avec le corps et moins sur le fait que, au fond, toute la conscience, ce n'est que l'écume des vagues. Et que quand la conscience prétend comprendre quelque chose, elle a souvent tort. Alors si on essaye de rendre l'inconscient conscient, on est en train d'accomplir, d'ailleurs Freud le disait, contrairement à certains de ses élèves, il disait c'est une tâche absurde.
On ne peut pas rendre tout ce qui est inconscient conscient, parce que ce n'est même pas conçu pour devenir conscient. Et la conscience n'a même pas les moyens, je dirais, logistiques de pouvoir comprendre tout ce qui se passe en nous. Quand François vous parle que l'être profond est mystérieux, même Freud lui-même, mais seulement lui-même, pas ses élèves, aurait été d'accord avec ça. Il y a des textes où il est très précis là-dessus, et où il disait que quand Fénichel disait que la psychanalyse, c'est rendre l'inconscient conscient, il n'a rien compris à la psychanalyse. Et puis alors, il y a le problème institutionnel qui est que, comme vous savez, dans beaucoup de pays, la réglementation de qui a le droit de s'appeler psychothérapeute et pas psychothérapeute est totalement inadaptée, je dirais, à la réalité du champ collégial dans lequel nous nous situons. Et là, je vous ai donné l'exemple d'un monsieur qui est très connu, c'est un manuel de psychothérapie corporelle qui est considéré comme une référence encore plus importante que mon livre pour le domaine, et qui est écrit entre autres donc, par Gustav Marlock et Halko Weiss. Et leur école, pourtant, je vous montre le titre allemand original, c'est Integrative Körpertherapie und Humanistische Psychologie. Thérapie corporelle intégrative et psychologie humaniste. Vous voyez, ils n'osent pas dire, alors que eux, ils viennent de l'école de Jay Statman, qui est très proche de l'école des Boysen historiquement. Eux, ils se considèrent comme psychothérapeutes, ils utilisent beaucoup la psychanalyse, et pourtant, les problèmes d'appellation font que, alors que quand ils parlent, ils font comme François ce matin, ils disent « nous, les psychothérapeutes corporels », et puis en même temps, publiquement, c'est problématique. Donc, par exemple, des gens qui se considèrent comme psychothérapeutes corporels vont s'appeler thérapeutes psychocorporels. Hein? Donc, c'est un problème qui est commun, qui est partagé par beaucoup de collègues dans beaucoup de pays. Et ce n'est pas cette école-ci qui est particulièrement compliquée, c'est la réalité de notre domaine qui est compliquée. Alors, l'autre grand problème que j'ai abordé à Athènes, c'était qu'est-ce que c'est que le corps. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que si je faisais des petits groupes ici, puis que chacun devait dire sa définition du corps, et qu'après on aurait une personne qui résume ce qui a été dit dans chaque petit groupe, on n'aurait pas du tout la même définition. En tout cas, l'EABP, j'ai essayé, c'était spectaculaire comme c'était différent. Alors je vous rappelle que le terme corps est polysémique à l'extrême. En français, par exemple, dans le dictionnaire, comme vous savez, il y a le corps de Galilée et de Newton, dont on peut mesurer l'objet et la masse, et la vitesse et sa soumission à la gravité. Il y a aussi le corps en tant qu'entité sociale, ce que vous avez là comme image sur le corps médical ou l'esprit de corps. Il y a aussi les corps purs en chimie. Et puis, alors, il y a quand même des sens du corps qui sont plus proches de notre boulot. Oui, alors, quand même, moi, je sais que vous utilisez souvent ça. Il y a aussi, je vous l'ai mis pour vous faire plaisir, le corps mental et des choses comme ça, que moi, je n'utilise pas, mais que je sais que beaucoup de gens ici utilisent. Mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas quelque chose sur laquelle je parle bien. Et qu'ici, il y a beaucoup de gens qui en parleraient bien mieux que moi. Alors, ce que je distingue, en tout cas, comme sens du corps, qui est couramment utilisé par les collègues, tout d'abord, c'est le corps en tant qu'organisme. Lamarck et Claude Bernard parlaient du corps quand ils parlaient de l'organisme. L'organisme, c'est un mot qui est venu en biologie à peu près à l'époque de Darwin, c'est-à-dire 20 ans après Lamarck, 30 ans après Lamarck. Et là, vous avez le titre... ah non, ça vient après. Là, vous avez le premier livre jamais écrit sur la théorie de l'évolution, en 1802, de Lamarck, Recherche sur l'organisation des corps vivants. C'est un des deux premiers livres aussi de la science de la biologie, parce que Lamarck est un des deux inventeurs de cette science. Et puis, vous avez toutes sortes d'autres corps. Là, je vous en ai donné un artistique à Naples que je trouve très beau, sur une statue en marbre de Jésus.
puisque c'est l'Ascension aujourd'hui, il faut quand même y faire référence, où le linceul, le tissu dessus est en marbre. C'est Jésus, il a de la poitrine. Hein? Ah non, alors c'est Marie, excusez-moi. J'ai pris la mauvaise photo. Je voulais utiliser Jésus. Non, mais c'est quand même très beau. Hein. Il y a la notion de technique du corps, mot très connu depuis que le sociologue Marcel Mauss, dans les années 30, a écrit un livre qui s'appelle Les techniques des corps. C'est un article que vous pouvez downloader, qui est très court, et qui est une merveille, qui montre à quel point les gens nagent, marchent, courent, accouchent de manière différente d'une culture à l'autre. Donc, technique du corps, dans ce sens-là, c'est le corps musculaire du physio, mais tel qu'il varie. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait démarré notre semaine avec ça, tel qu'il varie d'une culture à l'autre. Il y a aussi le psychocorporel. Là, je vous ai donné un truc avec une clé dans un cerveau enchanté. Et puis, il y a le corps anatomique. Là, c'est une de ces merveilleuses statues en cire qu'on peut voir à l'université de Bologne. Voilà. Et puis, il y a évidemment la psychologie dynamique qui donne la parole au corps. Hein, il y a le mot parole, il y a le mot corps. Voilà, donc ça, j'en ai fini avec ce que je disais à Athènes, et je vais maintenant aborder un autre thème qui cible des choses plus particulières à notre travail. Et un des thèmes importants, c'est la distinction entre ce qu'il y a des liens directs ou indirects entre la psyché et le corps. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, là je vous donne quelques exemples très connus, qui supposent que si j'appuie sur tel muscle, je vais appuyer sur telle fonction émotionnelle ou sur telle fonction psychique. Il y a toute une littérature qui se vend très bien à la FNAC, c'est même la littérature la plus populaire dans les ventes de livres, qui vous dit si vous êtes comme ça, vous êtes fermé, si vous êtes comme ça, vous êtes ouvert. Du point de vue de mes recherches, c'est une absurdité totale, mais il y a énormément de gens qui supposent qu'il y a comme des réflexes conditionnés qui suppose que, vous voyez, moi j'ai travaillé pendant 10 ans avec la méthode d'Ekman, par exemple, où si je fais comme ça, c'est que j'ai du dédain. Et puis le problème que j'avais, c'est dès que je voyais des chanteuses d'opéra, pour faire certaines notes, et de la faire comme ça aussi. Vous voyez? Mais je veux dire, il y a cette absurdité qui a été utilisée par les nazis, entre autres, de croire qu'une position, un trait corporel précis veut forcément dire quelque chose de précis au niveau de la psyché. Et puis, il y a quand même une grande partie de mes collègues, et en tout cas moi je milite férocement sur cette position, qui disent qu'en fait, il y a des milliers de connexions possibles entre des milliers de fonctions psychiques et des milliers de fonctions corporelles. Et que toutes sortes de combinaisons dans la réalité clinique, par exemple d'un patient, ou dans ma vie privée aussi, existent. Et un autre thème que je voulais aborder à propos de ces relations indirectes, c'est à quel point les Français dédaignent les Français. À quel point vous, les biodynamiciens, vous dédaignez votre héritage français sur la psyché et le corps. Par exemple, je suis sûr que la plupart d'entre vous, quand vous parlez de Descartes, vous dites c'est l'homme qui incarne la coupure entre l'esprit et le corps. Et c'est ce que disent tous les profs d'université américains, Harvard, partout. Mais si vous lisiez Descartes, si par hasard vous dépassiez le discours de la méthode que vous avez vaguement feuilleté à l'école et que vous lisiez le traité des passions de l'âme, vous verriez par exemple comme texte, que je vais vous lire alors intégralement, mais que vous pouvez lire vous-même, « Il est besoin de savoir que l'âme est véritablement jointe à tout le corps et qu'on ne peut pas proprement dire qu'elle soit en quelqu'une de ses parties à l'exclusion des autres. Elle est d'une nature qui est liée à tout l'assemblage de ses organes. » Et je trouve incroyable qu'en biodynamique, on ait si peu de respect pour une tradition psychophysiologique française qui est exceptionnelle et qui est inhibée dans le monde entier. Inhibée notamment... oui.
Ah oui, ce que je trouvais intéressant par rapport entre psyché et soma, par rapport à ce thème, c'est que le terme entre est particulièrement intéressant. Il y a quelque chose entre la psyché et la soma, ce dont je vous parle depuis un certain temps. Et cet entre, il est en train d'être largement étudié en psychophysiologie récente. Par exemple, là, c'est une planche de physiologie sur l'acné liée au stress. Et comme vous voyez, il est normal aujourd'hui d'inclure le cerveau comme un des milliers de rouages dans les connexions entre corps et esprit, puisqu'il y a les boyaux que vous connaissez bien, puisqu'il y a des tissus, il y a des hormones, il y a la digestion, il y a la qualité de la peau. Tout ça fait partie d'une même entité. Donc quand je vous parle de lien indirect, c'est qu'on est bien au-delà de cette idée qu'il y a un lien direct entre le cerveau et la pensée. Le cerveau n'est qu'un élément important, certes, mais absolument pas unique, de ce dialogue continu entre psychothérapie corporelle. Et alors, l'autre chose qu'en général, en biodynamique, on fait contre la France, c'est qu'on a accepté des Anglais qui n'aimaient pas Lamarck parce qu'ils travaillaient sous Napoléon, et que tout ce qui était sous Napoléon, c'est un peu comme tout savant sous Hitler est forcément idiot. C'est un peu le même rapport. Vous avez accepté un peu facilement que Lamarck, ce n'était pas sérieux. Et Lamarck a en fait été adoré par Darwin. Le grand-père de Darwin était un lamarckien convaincu qui avait importé les théories de Lamarck en Angleterre. Et Lamarck, a toute sa vie, été d'accord, par exemple, avec Lamarck, que certaines habitudes émotionnelles des parents pouvaient être héritées par les enfants. Il disait ça encore dans un de ses derniers livres sur les expressions émotionnelles des animaux et des êtres humains. Et lui, alors, il vous montre bien ce que c'est que l'organisme. L'organisme comme étant quelque chose qui évolue d'espèce en espèce, mais qui concerne toute l'espèce. L'organisme, ce n'est pas juste des mécanismes à l'intérieur de chaque individu, c'est des mécanismes d'espèce qui combinent cellules individuelles, code génétique en langage moderne, parce que lui ne connaissait pas ça, pensée socialement construite, pensée privée, gestes socialement construits. Tout ça se mélange. Et dès qu'on pense à organisme et espèce, qui était un des grands sujets d'un grand lamarckien qui était Jean Piaget quand il a écrit Biologie et connaissances, est bien illustré pour moi par cette citation. À mesure que l'homme s'est répandu dans les différentes contrées du globe, qu'il s'y est multiplié, qu'il s'est établi en société avec ses semblables, enfin qu'il fit des progrès en civilisation, ses jouissances, ses désirs et par suite ses besoins s'accrurent et se multiplièrent singulièrement. J'espère que tu es content, François, avec cette citation. Ses rapports avec les autres individus et avec la société dont il faisait partie varièrent en outre et compliquèrent considérablement ses intérêts individuels. Alors les penchants qu'il tient de la nature, se sous-divisant de plus en plus comme ses nouveaux besoins, parvinrent à former en lui et à son insu une masse énorme de liens qui le maîtrisèrent presque partout sans qu'il s'en aperçoive. Et quand je vois ce qui se passe, par exemple, avec les téléphones mobiles aujourd'hui, je vois une confirmation brillante de cette citation. On se fait avoir à tous les coups par ces développements technologiques, sociologiques, ces modes de psychothérapie, de religion, de secte. Tout ça fait partie d'un micmac qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à appréhender, et qui nous triture de manière multiple sans qu'on s'en rende compte. Et c'est important de savoir, d'ailleurs, Lacan le disait souvent, que Lamarck est le premier à parler vraiment de l'inconscient des pulsions, parce que tout ça se passe à notre insu. Et puis le troisième grand français auquel je voulais que vous rendiez un peu plus souvent hommage, c'est Pierre Janet, qui, avant Freud, a créé le mot de psychothérapie, qui aujourd'hui est plus à la mode que Freud, récemment, avec les études sur le trauma, les gens comme Bessel van der Kolk, qui dans les années 80 avait fait sa thèse sur Janet.
Et pour lui, la psychothérapie est un ensemble de procédés thérapeutiques de toute espèce, aussi bien physiques que moraux, applicables à des maladies aussi bien physiques que morales, procédés déterminés par la considération de faits psychologiques observés antérieurement et surtout par la considération des lois qui règlent le développement de ces faits psychologiques et leur association soit entre eux, soit avec des faits physiologiques. En un mot, la psychothérapie est une application de la science psychologique au traitement des maladies. Bon, la partie qui est moins la vôtre, c'est que Janet est un psychologue et que donc il suppose qu'il n'y a que les psychologues qui peuvent faire la psychothérapie. Mais en dehors de ça, comme vous voyez, et dans ces traitements, c'était effectif, il y avait des exercices de respiration, il y avait du travail sur les gestes, sur les muscles. Et une des premières personnes aussi à remettre à la mode Janet dans les psychothérapies corporelles, c'est David Bodella, qui a déjà 20 ans a écrit tout un hommage à Janet en disant que c'était aussi, notamment, pas seulement le fondateur de la psychothérapie, mais notamment de la psychothérapie corporelle. Ça, je vais sauter. Vous pourrez le lire dans mon texte. Ça aussi, je vais sauter. Oui, quand même. Je cite Kandel, qui est un récent prix Nobel, hein, et puis qui dit « L'étude des régulateurs biologiques des émotions et de l'empathie ne fait que commencer ». Je trouve important quand même de dire que nous, on travaille sur des phénomènes que personne ne comprend et que nous ne comprenons pas, que nos patients ne peuvent pas comprendre. Et ce qui est intéressant, on a une expérience sur des choses qu'on ne comprend pas, on a un savoir-faire pour lesquels, je dirais, on a ce que j'appelle des placebo-théories. C'est-à-dire, vous avez vu parmi les différents orateurs, et je m'inclus là-dedans, qu'on a chacun une théorie qui correspond à cette partie de nous qui est utile pour les autres. Alors, avec cette théorie-là, moi, je fonctionne bien avec mes patients. François, avec sa théorie, fonctionne bien. Rainer, avec sa théorie, fonctionne bien. Bettine, avec sa théorie, elle fonctionne bien. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un savoir réel et fondé scientifique. Et nos patients, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'un prix Nobel découvre la bonne théorie. Nous, on doit les soigner aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un point important. J'essaye de suivre le temps. Et puis, je voulais vous parler justement un autre problème que je vois beaucoup dans des thérapies psychocorporelles et des psychothérapies corporelles, c'est que chacun en croit qu'on est les héros du corps. On est les seuls à défendre le corps. Tout le monde est contre le corps à part nous. J'entends ça, mais c'est une litanie que j'entends depuis des siècles. Enfin, depuis que je vis, en tout cas. Mais qui a été... Non, c'est surtout... Non, que je connais depuis que je suis étudiant. Et moi, j'avais une bonne antidote à ça, c'est que j'ai fait mes études avec un certain Jean Piaget. Et Jean Piaget, dont le mentor était Janet, le corps était partout. Je ne connaissais pas encore Gerda, mais le corps était partout. L'intelligence du bébé, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est le développement de l'intelligence. L'intelligence du bébé, elle est d'abord sensorimotrice. Il a des gestes qui pensent, qui réfléchissent, qui développent des habitudes et des façons de faire. Puis lentement, il y a les mots qui s'y mêlent, et puis lentement, il y a des pensées qui s'y mêlent. Puis finalement, il y a même des pensées qui n'ont plus besoin de gestes pour se formuler. Et dans tout ça, le terme de Jeunesse, c'est des... Oh zut, j'ai de nouveau un trou. C'est des automatismes. Tout ça, c'est des automatismes qu'on développe. Et il est impossible de séparer le corps et la psychologie dans une pensée comme celle de Piaget. Dans mon jury de thèse, j'avais un certain monsieur André Bullinger qui travaillait aussi avec les théories d'un monsieur Vallon, qui est un psychologue extrêmement connu en Belgique. Et il travaillait avec l'école des psychomotriciens pour savoir comment on pouvait améliorer le traitement des bébés nouveau-nés, par exemple, ou comment on pouvait aider les enfants qui sont nés aveugles. Et il était absolument impossible de parler psychologie scientifique. En Amérique aussi, il y avait plein de gens à Harvard et compagnie, Varela qui passait par MIT et puis l'intelligence artificielle. En intelligence artificielle moderne, il est impossible de séparer l'âme et le corps. Ils ont ce mot « embodiment »
qui est intraduisible en français, mais qui utilise partout. Ce qui fait que quand je suis arrivé chez Gerda Boysen, au niveau théorique, j'étais chez moi. Donc maintenant, la question que j'aimerais explorer avec vous, c'est pourquoi je suis arrivé chez Gerda Boysen et pourquoi j'ai trouvé là des choses que je ne pouvais pas trouver chez Piaget. Mais ce n'était pas une histoire de corps ou de pas corps. Ce n'était pas une histoire de psyché pas mêlée au corps ou de corps pas mêlé à la psyché. Pour moi, ça, c'était de l'évidence. En plus, je faisais du yoga, du théâtre, enfin, je veux dire... j'avais rien à apprendre là-dessus et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait « personne nous aime parce qu'on travaille sur le corps ». Ça, j'ai toujours pas compris. Et j'espère vous influencer pour arrêter d'avoir des pensées aussi clichés pour défendre votre identité. Par exemple, là, il y a une petite citation de « L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas ». Ça, c'est du Piaget typique. Alors, ce que je découvrais enfin, on a appelé Gerda à Genève parce qu'en fait, on était intéressé par Reich, et puis on cherchait une Reichienne. Donc, ce n'était pas Gerda qui était le centre de notre intérêt, c'était le domaine reichien, donc ce que j'appelle aujourd'hui, je dirais, la psychothérapie organismique, si vous voulez, ou l'organismique thérapie, où les mots n'ont rien à voir. Et c'est vrai que chez Gerda, j'ai découvert un monde que j'aurais jamais pu trouver à l'université. J'ai trouvé c'est pas le corps et l'esprit qui est intéressant, c'est la manière d'utiliser la jonction corps et esprit qui était révolutionnaire. C'était les profondeurs que je découvrais en moi, c'était les décharges émotionnelles, c'était une nouvelle vision de ma sexualité, de comment communiquer, de comment partager. Il y avait un savoir-faire. Bon, Gerda était aussi psychologue quand même, mais il y avait un savoir-faire, il y avait une approche de l'être humain que j'ai découvert ni dans la psychanalyse que j'ai faite. D'ailleurs, c'est mon psychanalyste qui a dit « Monsieur Heller, vu où vous êtes, allez voir un groupe de bioénergie qui se donne ici. Je crois que vous ne serez plus à votre aise. » Je vais dire, il y a des choses que j'ai découvertes en psychanalyse que j'ai adorées, qui m'ont été très utiles, mais il y a quand même un savoir-faire. Et toute ma vie, quelque part, je l'ai consacrée à comment inclure ce savoir-faire dans la psychologie en général. Bon, ça, c'est mon côté narcissique, héroïque de moi-même, mais c'est vrai que, pour moi, c'est pas une histoire de scission entre science et vérité ou je sais pas quoi. C'est, au fond, tout ça, c'est des façons d'aborder l'être humain. Finalement, une façon de définir l'être humain qui est très proche. Entre Piaget et Gerda, je vois peu de différence, personnellement. Si ce n'est qu'on va moins... Piaget, il n'aimait pas les psychanalystes, donc il n'aimait pas les émotions. C'était un calviniste quand même suisse. Il avait ses limites comme tout le monde. Mais j'essaie de vous montrer que ce qui était important, c'était le débat entre façons d'aborder l'entité psychocorporelle. Et je vous ai mis là Reich, parce que moi, dès que je me suis déclaré ouvertement reichien, j'ai eu que des problèmes à l'université. On m'a dit ta carrière est foutue, recule en arrière. J'avais donc la figure de Reich d'un côté et la figure de Piaget tout confortable avec sa pipe de l'autre. Et ça a été très violent. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à l'université. Mais pendant un moment, au moment d'étudiant, les professeurs m'invitaient à déjeuner pour me dire « Mais t'es dévoyé, t'es dans une secte, je veux dire, il y avait... Et puis bon, moi j'ai tenu le coup. Hein, je distribuais Energy and Character à Daniel Stern. Et puis Daniel Stern, il regardait les fautes d'orthographe. Alors je remarque que votre nouveau journal, il n'y a pas de fautes d'orthographe. Hein. Mais il regardait les fautes d'orthographe, il disait c'est de la connerie. Il n'allait pas plus loin dans les articles. Hein. Il y avait vraiment... moi j'ai vécu un débat à ce niveau-là qui est en train d'être dépassé lentement mais sûrement. Par exemple, pendant que je faisais mon laboratoire de recherche en psychiatrie genevoise, donc là j'avais quand même un poste académique, malgré mon côté reichien, mais on n'arrêtait pas de me dire « Ouais, mais parle pas trop de Reich. » C'était continu. Quand même, on m'a demandé de parler de Reich dans un cours sur respiration et stress aux étudiants à l'université.
Il y a des gens comme Bessel van der Kolk, que certains d'entre vous connaissez, qui ayant étudié Janet, a créé, comme vous savez, le diagnostic de PTSD, je ne sais pas comment vous dites en français, syndrome post-traumatique, hein, qui a créé ça et qui a ouvert un trauma center dans lequel il y a Pat Hodgkin, il y a le yoga, pour lui, il ne peut pas concevoir un traitement du trauma sans qu'on mélange des approches, notamment la psychothérapie corporelle. Il y a à l'EABP Frank Röhricht, qui dirige des recherches qui démontrent la validité des psychothérapies corporelles pour certains diagnostics précis. C'est des travaux qui existent, qui sont publiés. Par exemple, là, je vous ai donné son livre sur... bon, c'est en allemand, mais enfin, il existe, sur la vie corporelle dans la schizophrénie. Et puis, il y a quand même Daniel Stern, qui s'est toujours beaucoup intéressé au corps, même si c'était plutôt du côté piagétien que psychothérapie corporelle, et dont le dernier ouvrage est un livre sur la vitalité. Qu'est-ce que c'est que la vitalité? Et qui était très déçu. Il a dit, c'est marrant, je suis allé regarder le livre de LR sur la chair de l'âme, et puis il ne parlait pas de vitalité, j'étais très déçu. Par rapport à ça, c'est un très bon livre. Bon, on travaillait ensemble à l'époque, donc on se connaissait. Donc quand même, j'ai le temps d'aborder ça, oui. Je me donne encore 5-10 minutes maximum. Hein. Ça vous va? Donc il y a quand même des choses qui se rapprochent entre les domaines et qui font qu'on devrait être peut-être moins parano. Et puis alors pour finir, je voulais quand même vous parler, parce que je ne savais pas que vous l'auriez tous dans votre sac, donc je peux être très bref de mon ouvrage sur l'exercice de la méduse, dans lequel j'ai justement essayé de montrer comment un même exercice pouvait être utilisé de diverses manières pour traverser les différentes couches que j'ai essayé de distinguer avec vous. C'est-à-dire, premièrement, on peut utiliser les exercices de la méduse comme la gymnastique. Sous celui où on fait comme ça, comme j'ai montré à certains, là, il y a beaucoup d'efforts musculaires. Si on le fait en hyper-lenteur, on travaille bien les muscles de cette zone-là. Si on fait le jellyfish global avec tout le corps, il y a des manières de faire qui sollicitent plus ou moins les abdominaux d'une certaine manière. Le jellyfish, par définition, il travaille beaucoup sur l'assouplissement du diaphragme. Donc on peut l'utiliser purement comme de la relaxation, comme de la gymnastique. On peut aussi l'utiliser, surtout en hyper-lenteur, sans respiration, pour que ce ne soit pas trop provoquant au niveau émotionnel. On peut l'utiliser en tant que thérapie psychocorporelle dans le sens strict du terme, pas dans le sens légal, comme du Feldenkrais, si vous voulez, comme manière de se détendre, un peu style New Age, sentir sa pulsation, se sentir à l'aise avec ça, avoir des petites expériences mystiques, spirituelles, agréables. On peut aussi, alors dès qu'on mêle la respiration, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent. C'est-à-dire que déjà, je suis censé ouvrir en inspirant, puis fermer en expirant, puis je fais le contraire, puis je m'énerve contre moi-même. Puis tout d'un coup, il y a tout un énervement, où si je ne contrôle pas ce que je fais juste, est-ce que je fais faux. Ça peut réveiller énormément d'émotions multiples. Je dirais, là, on se rapproche de la végétothérapie. Il y a aussi, on peut l'utiliser, comment dire ça? Oui, pour faire de l'analyse caractérielle dans le sens strict du terme, c'est-à-dire si je regarde le lien entre mouvement des genoux et du bassin et nuque, alors est-ce que les liens automatiques, forcément si j'avance les genoux, normalement il y a un petit pli ici qui se fait, mais il ne se fait pas chez tout le monde. Donc tout de suite, s'il ne se fait pas, je sais qu'il y a quelque chose de tendu dans le dos. Ça me permet de travailler sur le rapport entre, si vous voulez, segments du corps et chaînes musculaires, émotions et sexualité. Il y a aussi des mouvements où on écarte les genoux qui peuvent nous mener très proche d'un travail sur le réflexe orgastique. Et puis, quand on arrive à des couches beaucoup plus profondes, on arrive très proche de l'ergonomie reichienne, où les gens parfois vivent leur peur du plaisir fondamental d'être, d'exister. Quand on sent comme une immense pulsation qui, à la limite, où on en est arrivé au point où c'est la respiration déjà qui bouge les bras, et pas les bras qui se coordonnent avec la respiration, et où finalement c'est même plus la respiration
qui bouge les bras, mais une sorte de sensation de pulsation qui fait respirer et qui fait bouger les bras, on arrive à des endroits qui, pour des personnes, créent des peurs parfois traumatiques, qui est la peur du plaisir d'exister, la peur de se rendre compte que nos pensées contrôlantes ne sont que l'écume des vagues. Et ça peut être... là, on peut aller extrêmement proche de, un peu, je crois, ce que décrivait François ce matin, même si je ne vais pas aussi profond que ça. Et puis, bon, ça, je vais sauter. Je crois que je vais m'arrêter avec ça. Voilà, comme ça, on a du temps quand même pour discuter un peu. Voilà. J'avais préparé ça comme transition vers le public. On peut éteindre ça, non? Oui. Comment je fais? Ferme-le juste. Hein? Escape. Voilà. Je suis en train de fermer, mais je suis ouvert aux questions. Hein. C'est pas mon PC, alors. Voilà. Arrêtez. Vous voyez la technologie. Hein. Lamarck, il a quand même raison, ça nous. Ça nous fait faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire. C'est pour ça que je préfère être en contact plus direct. Alors, je ne sais pas déjà si c'était compréhensible ce que je vous ai dit ou pas. Oui, moi, je veux juste dire que, encore une fois, merci pour le travail que tu accomplis, qui est un travail un peu de bénédictin, dans toute, à travers toutes ces recherches, pour aller vraiment nous montrer notre généalogie. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment important, même si c'est vrai que parfois c'est un peu ardu de rentrer dans tes bouquins et d'avoir vraiment envie d'aller lire, parce que c'est très, voilà, c'est une littérature universitaire, tout le monde n'est pas habitué. Mais moi, c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent, c'est vraiment une grande gratitude pour avoir la possibilité de pouvoir trouver cette généalogie et vraiment voir qu'on n'est pas comme ça quelque chose qui arrive un peu de manière bizarre ou curieuse, mais qu'on s'inscrit, on s'inscrit. Moi, c'est cette inscription qui est la nôtre dans toute cette tradition que je trouve magnifique. Moi, je repense au début de l'exposé où tu as parlé des différents noms, etc. Juste, est-ce qu'il y a un problème de micro ou pas un problème de micro? Ou est-ce que tout le monde comprend? Bon, je vais parler plus fort. Voilà. Oui. Je voulais reparler de ce qui s'est dit au début de l'exposé, c'est-à-dire sur les différents noms et les différentes choses comme ça. Et c'est juste ce que je voulais dire, c'est juste un ressenti. C'est que à mon niveau, à mon petit niveau, tout simplement au quotidien, c'est pas une bataille qui est très importante pour moi, le nom qu'on me donne, parce que ce que je fais, c'est ce que je fais, et quel que soit le nom, psychothérapie ou thérapie psychocorporelle, pour moi c'est la même chose à mon niveau. Après c'est sûr que dans une reconnaissance extérieure, etc., c'est un petit peu différent, mais c'est quelque chose qui me semble, c'est comme une bataille qui me semble tellement loin de moi, quoi. Voilà. Ah oui, c'est bien que tu dis ça, parce que j'ai oublié de dire quelque chose de quand même très important, qui était quelque part dans le texte de mes slides, mais que je n'ai pas pris le temps de le repérer. Plusieurs fois dans le texte, je citais la fameuse phrase de Nietzsche dans Au-delà du bien et du mal, qui dit que le langage crée des oppositions là où il n'existe que de fines nuances. Et je pourrais presque dire les lois font exactement la même chose, les réglementations sociales. Parce que quand c'est important de voir que tous ces champs, toutes ces manières d'aborder le psychocorporel auxquels je fais référence, Piaget et Lamarck inclus, hein, pour moi, il n'y a pas d'opposition.
Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui, dans leur carrière, s'insèrent à mi-chemin entre plusieurs des termes que j'ai utilisés, ou mélangent plusieurs des approches dont j'ai parlé. Et le fait de distinguer les choses avec les mots peut faire croire que je les oppose. Et c'est très important je trouve que cette phrase de Nietzsche absolument essentielle à avoir sans arrêt en tête, c'est dès qu'on parle de différenciation de façon analytique, on crée des oppositions au niveau du ressenti qui n'ont rien à voir avec ce qui existe dans la pratique entre praticiens. Je remarque que quand je suis dans un congrès avec des psychanalystes, des TCC, tout ce que vous voulez, on s'entend souvent très bien, et quand on parle d'un patient, on dit presque la même chose. Voilà. Donc merci de m'avoir. Ouais. En tout cas, moi, pour ma part, quand on a perdu le titre de psychothérapeute et quand on est devenu psychopraticien, moi, j'ai encore du mal. Oui. Je suis revenue à la genèse de thérapeute. C'est celui qui aide une personne à retrouver la beauté de son âme. Et j'ai beaucoup lu sur les thérapeutes anciens, et moi j'ai encore du chagrin d'avoir perdu ce titre-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, mais pour moi ça a été... Moi je trouve ça tragique. Ouais. Je n'arrive pas à me reconnaître dans ce titre de psychopraticien, j'ai beaucoup mal. Ouais. Moi je dirais par rapport à ces titres, qu'importe le flacon pour l'ivresse. Mm-hmm. Et je ne sais plus quel des intervenants disait l'étiquette empêche parfois de voir ce qui est. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser hypnotiser par une étiquette. Oui, mais c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec cet intervenant. C'est-à-dire que l'étiquette peut aveugler, mais l'étiquette peut aussi éclairer. Ça peut, pour moi, j'utilise parfois les étiquettes permettent de... comme une lampe de poche dans la nuit, d'éclairer certaines zones de la réalité, peut-être de manière un peu partielle, mais en même temps de manière à ce qu'on puisse se focaliser dessus. Et puis, l'identité qu'on a, la manière dont on est perçu, dont on est reçu dans certaines institutions, par exemple, il y a des gens qui aimeraient travailler à l'hôpital psychiatrique, ça les intéresse, je veux dire, ça a le droit de les intéresser. Si on leur dit juste, oh, on s'en fout des étiquettes, puis c'est pas grave si vous travaillez dans un hôpital psychiatrique ou pas, ou si vous êtes sous-payé, je trouve que c'est un peu facile. Parce que dans cette salle, il y a des compétences assez diversifiées. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de psychothérapie dans le sens strict du terme du tout, à ma connaissance. Il y a des gens qui adorent ça. Et et puis quand même la loi actuelle qui est assez irrationnelle quand même, c'est plutôt des défenses de mafia, de corps de métier, de trucs comme ça. Elle empêche aux gens de pouvoir, par exemple, si on pouvait dire, si vous voulez être reconnu comme psychothérapeute corporel, vous pourriez faire ceci et cela comme supplément de formation, ce serait beaucoup plus constructif que de juste dire, en tout cas, quoi que vous fassiez, vous ne nous intéressez pas avec cette identité-là. Parce qu'on a tous besoin, on est tous différents, donc on a tous besoin, je dirais, d'étiquettes différentes quand même. Enfin, moi j'ai cette position-là. Si on veut travailler en institution. Par exemple, ou si on veut se présenter comme psychothérapeute à des collègues psychothérapeutes, au lieu de dire « Ah ouais, non, moi je suis psychocorporel », et puis eux, ils vous regardent « Ah ouais, vous êtes des gens bizarres ». C'est pas forcément intéressant pour un dialogue réel, où on aimerait pouvoir dépasser justement les étiquettes et puis se sentir le droit d'avoir une opinion pertinente. Mais est-ce qu'il y a besoin de l'étiquette pour avoir l'opinion pertinente? Pour toi-même, oui. Il n'y a pas besoin. Mais dans le dialogue, c'est plus compliqué. Ouais. Par rapport à ça, je voudrais dire que, en fait, c'est une réalité dans le monde, si on travaille avec les institutions, avec les psychos, les psychiatres, etc., il y a quelque chose de compliqué. Mais ça me fait vraiment penser à quelque chose que m'a appris un père franciscain. Un jour, il m'a dit que, en fait, quand on avait quelque chose en trésor, il ne fallait pas le prendre, c'était comme une lampe. Il
c'est le mettre sous le nez des gens. Simplement le poser sur un piédestal, se mettre dessous et attendre que les gens arrivent. Et personnellement, dans ma pratique, il y a quelque chose comme ça avec des institutions et ces gens-là, ce monde-là qui est si difficile à approcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus eux qui viennent maintenant demander une collaboration, demander des choses. Parce que j'ai arrêté de vouloir absolument entrer en contact. Et c'est donc maintenant eux qui viennent vers le contact. Et voilà. Donc c'est pareil. Moi, j'ai des psychiatres qui m'envoient des patients, je ne les connais même pas. Ce sont deux grands chemins, c'est-à-dire que d'un côté, nous en tant qu'école psychothérapie, dès qu'on a un contrôle, on est pas malade, donc je fais une formateur, et de l'autre côté, le monde est en crise, donc il recherche d'en savoir, mais on a ces deux aspects, il est toujours bon d'avoir un référentiel institutionnel qui permet que l'institution t'emmerde moins, et de l'autre côté, le monde avance et il a besoin de choses qu'il va chercher, quelles que soient les étiquettes. Mais les deux sont intéressants. Je te laisse décider quand tu veux clore. On va pas tarder à clore, et je crois juste pour terminer là-dessus, je crois que c'est un petit peu le chemin qu'on essaye de faire. Enfin, à la GIR, voilà, cette histoire de certification, on fait un petit pas dans ce sens-là, sachant que en étant ce qu'on est, les gens viennent vers nous. Voilà, essayer de voir comment on peut nous faire un pas vers là et laisser les autres venir vers nous pour qu'on puisse vraiment trouver la place qui est la nôtre, enfin qu'on a déjà, mais voilà, assurer encore plus la place qui est la nôtre avec cette conviction qu'on a qu'effectivement on a quelque chose vraiment de particulier et de spécifique à apporter au monde. Juste préciser qu'avant la loi Accoyer, nos diplômes ils étaient mentionnés psychothérapeute corporel. Oui. Voilà. Et qu'après, on a été donc en assemblée générale, on a décidé de l'appellation thérapie psychocorporelle, et non pas psychopraticien. Ça, c'est pas une appellation qu'on a choisie collectivement. Mais moi, par exemple, quand je suis avec mes patients, c'est vrai que je dis, enfin, comment dire, spontanément, je dis psychothérapeute corporel, psychothérapie. Et sur le plan européen, vous êtes reconnu par le ABP, par exemple, comme psychothérapie corporelle. Oui. Et c'est important de comprendre que les mots nous servent à penser. Donc quand on s'appelle psychopraticien, on ne pense pas pareil que quand on est psychothérapeute. Je sens l'importance de ce débat, et en même temps ça risque de laisser passer quelque chose qui est ça va pas bien, va voir quelqu'un. Une demande floue, une œuvre, une offre pas très bien spécifiée, c'est-à-dire que c'est un domaine qui se crée, c'est une offre, j'appelle ça la nouveauté floue, au niveau de la demande, au niveau de la souffrance, au niveau de la demande de transformation, qui n'a pas tout à fait sa place dans les choses étiquetées jusqu'à maintenant, et à laquelle répond une offre qui est en train de se créer. Et donc effectivement, il y a un jeu sur les étiquettes, etc. Mais ça risque de nous... ce débat pour faire entrer l'offre comme la demande dans une sorte d'establishment risque de... un peu, elle est nécessaire, mais ça risque d'occulter le mouvement vivant qu'il y a dans cette rencontre, dans ce qui fait venir quelqu'un chez quelqu'un, pour faire quelque chose. Peut-être que je rajouterai un dernier commentaire à ce que tu dis, c'est que je crois que le blocage, il n'est pas entre thérapie psychocorporelle et, disons, académique. On sous-estime l'impact de Reich lui-même. C'est-à-dire, il y avait un fort rejet des psychothérapies corporelles quand elles s'associaient à la personnalité de Reich, qui était quand même une personne extrêmement provocante. Je ne dis pas qu'il avait raison ou tort, je ne rentre même pas dans ce débat-là. Il a pris des positions violentes, marquées, et politiquement marquées, ostentatoirement
pro-orgasme, pro-énergie cosmique, je suis Jésus et vous êtes tous des méchants qui allaient me crucifier. Et il y avait une méfiance de l'académie, non par rapport à la technique utilisée ou à la méthode utilisée, mais au discours. Et encore aujourd'hui, quand j'ai un contact avec certaines personnes du collège d'ergonomie aux États-Unis, ils me disent, mais Michel, si tu dis des méchancetés pareilles sur Reich, c'est que tu es un homme sans cœur. Et l'incapacité de débattre avec certains Reichiens est une chose qui a quand même beaucoup plus coulé le domaine qu'on veut bien le penser. Merci Michel. Voilà.